Bonjour les premiers accueils. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la synthèse sur le chapitre 7, la formation, qui est donc le dernier chapitre de cette année en économie droit. Alors, la formation. Donc là, on parle bien de la formation professionnelle. Alors, dans le secteur privé, c'est-à-dire que ce qu'on étudie aujourd'hui concerne le secteur privé, ne s'applique pas aux fonctionnaires où le fonctionnement est différent. Donc, il est nécessaire pour une entreprise de former ses salariés tout au long de leur parcours professionnel afin de maintenir la compétitivité de leur entreprise. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, les objectifs de la formation professionnelle, ils sont nombreux. Alors, pour l'entreprise, son objectif principal, ça va être de maintenir la compétitivité, la productivité, je ne l'ai pas écrit, mais on pourrait le rajouter, de son entreprise en ayant des salariés formés. L'objectif, c'est que les salariés de l'entreprise soient à la pointe, soient compétents et que du coup, ils puissent engendrer des bénéfices plus importants pour l'entreprise, des gains en termes de productivité et de compétitivité. Donc productivité, on reverra cette notion dans un instant, et compétitivité également pour bien faire la distinction entre ces deux notions. Alors pour le salarié, mettre à jour ses connaissances, voilà, simplement, bah voilà, se mettre à jour au niveau des connaissances acquises, parce que parfois les connaissances scolaires apprises, vous êtes sorti par exemple de l'université en 2000, bah on est en 2020, effectivement, il y a peut-être des éléments qui ont évolué, donc c'est effectivement se mettre à jour. Acquérir de nouvelles compétences, donc apprendre, par exemple, je travaille dans une entreprise qui finalement développe son marché à l'étranger et commence à avoir des clients en Italie. Et il s'avère que j'ai un poste d'attaché commercial. Et bien, je vais par exemple me former à l'italien pour pouvoir justement euh, échanger avec les clients italiens et pouvoir être efficace sur ce terrain-là. Voilà. Ensuite, ça va être se former à de nouveaux outils. Alors ça, c'est le cas fréquemment quand l'entreprise va se doter d'un nouveau logiciel, par exemple, en entreprise, ou par exemple, s'il s'agit d'une entreprise industrielle, de nouveaux outils pour construire, par exemple, en menuiserie. Voilà. Donc il y a un temps parfois nécessaire de formation pour acquérir justement, pour comprendre le fonctionnement de ces nouveaux outils. Il y a aussi le dernier cas de figure, c'est dans le cas où le salarié envisage une reconversion. Alors, plus ou moins choisi, parce que parfois, c'est que simplement, ben, c'est une reconversion un petit peu contrainte, parce que le salarié ne trouve plus d'emploi dans la voie pour laquelle il avait été formé au départ. Donc, le salarié va se former pour se reconvertir. Se reconvertir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour changer de voie. Donc, je vais passer par exemple d'un métier de vendeur automobile au métier de vendeur en boulangerie, par exemple, ou de pâtissier. Donc, je vais me former, par exemple, et intégrer une formation de CAP pâtissier. Les dispositifs de la formation professionnelle. Donc, on en dénombre 6. Je les ai résumés ici. Donc, on a le plan de formation, les contrats de professionnalisation, le compte personnel de formation, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences et le congé individuel de formation. Alors, on va les reprendre. Le plan de formation de l'entreprise, donc en fait, il décrit l'ensemble des formations qui vont être proposées par l'employeur à ses salariés. La période de professionnalisation, donc là, on propose en fait aux salariés une formation par alternance, donc qui alterne la formation au sein de l'entreprise et la formation au sein d'un institut de formation, par exemple un CFA. Donc ça va concerner tous les élèves, tous les apprentis, ceux qui sont en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Et ça concerne également les salariés qui sont en contrat unique d'insertion. Ensuite, on, on a aussi le compte personnel de formation et le congé individuel de formation. Donc là, qui permettent en fait aux salariés d'avoir le droit à un certain quota, un certain nombre d'heures de formation à l'année. Ensuite, nous avons le bilan de compétences, donc qui est une démarche individuelle, donc à l'initiative du salarié, qui permet d'analyser ses compétences professionnelles. Donc, qu'est-ce que je sais faire sur un plan professionnel? Et
aussi sur un plan personnel, c'est-à-dire quelles sont mes aptitudes, quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire. Donc vous voyez, c'est assez global. Je prends à la fois qu'est-ce que je suis capable de faire, mais qu'est-ce que j'aime aussi faire. Vous voyez? Donc l'objectif, c'est de définir un projet professionnel assorti d'un projet de formation ou une démarche de validation des acquis de l'expérience et il est mis en œuvre par des professionnels qualifiés. Ensuite, on peut prétendre, quand on est un salarié, à ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est une certification qui peut aboutir donc à un diplôme. Donc, l'idée, on avait vu cet exemple précédemment. Je travaille, j'ai un bac pro. J'ai été formée en BTS, mais j'ai pas obtenu mon BTS parce que c'était trop difficile ou parce que j'ai arrêté un petit peu en avance. Donc, j'ai un niveau BTS, mais je n'ai pas validé mon BTS. Or, au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille depuis, par exemple, 5 ans ou 6 ans, clairement, les missions que j'exerce, elles sont des missions d'au moins Bac+2. Vous voyez, qui concernent les compétences que je développe, sont des compétences équivalentes à un BTS. Donc, dans ces cas-là, je peux entreprendre cette démarche de faire valider. Alors, les acquis de l'expérience, ça veut dire quoi? Faire valider ce que j'ai acquis en entreprise, c'est-à-dire les compétences que je développe en entreprise, eh ben, je les fais valider parce que elles ont, comment dire, elles ont une valeur qui me permettront d'obtenir un diplôme. Et par cette démarche-là, je peux du coup obtenir le fameux BTS pour lequel j'avais échoué par le passé. Alors, ces formations, à chaque fois que je parle de formation, je dois parler de financement des formations. Pardon, j'arrive pas à aller sur la page correctement. Voilà. Financement de la formation. Donc, les entreprises qui proposent les formations ont besoin de financement. D'accord? C'est pas des bénévoles. Donc, elles financent, elles facturent leurs prestations. Hein, on est dans la fourniture de services. Hein. On fournit un service quand on forme quelqu'un, c'est un service, c'est pas un bien. Donc, il va y avoir une facture et un financement. Donc, qui va financer? Il y a plusieurs possibilités de financement. L'État, les collectivités territoriales. Donc, collectivité territoriale, c'est quand on parle de la région, quand on parle du département, par exemple. Pôle emploi. Donc, Pôle emploi qui est aussi un organisme public, donc qui est financé par l'intermédiaire des impôts. Les entreprises donc privées, donc elles contribuent, donc ça c'est la législation française qui leur impose, c'est pas un choix de l'entreprise, c'est la loi qui leur impose de financer à hauteur de 0,55% de leur masse salariale si c'est une entreprise de 0 à 10 salariés. Et pour les entreprises à partir de 11 salariés, elles doivent contribuer à hauteur de 1% de leur masse salariale. Et enfin, aussi les ménages. Je vous donnais l'exemple d'une personne qui souhaiterait se reconvertir, mais qui aurait usé ses droits en congé de formation, qui n'aurait plus de crédit d'impôt, qui n'aurait plus, pardon, de crédit d'heure pour pouvoir se former. Et ben dans ces cas-là, il peut recourir à la formation individuelle, c'est-à-dire par exemple choisir un organisme de formation et utiliser son propre argent pour financer sa formation, par exemple en cours du soir. Les fonds donc, sont collectés par l'OPCA. Donc, OPCA signifie organisme paritaire collecteur agréé. Une fois que les fonds de formation sont collectés, cet organisme paritaire conseille les employeurs et les salariés. Alors, j'ai fait un petit focus pour vous présenter Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est que Pôle emploi? Pôle emploi, c'est le service public de l'emploi en France. Notre rôle, alors c'est tiré du site internet directement, comme vous pouvez le voir en bas de la page, c'est vraiment issu du site internet. Donc notre rôle, donc celui de Pôle emploi, d'une part, indemniser les demandeurs d'emploi et les accompagner vers le retour à l'emploi, et d'autre part, guider les entreprises dans leur recrutement. C'est la mission que portent nos 54 000 agents mobilisés au quotidien pour anticiper les tendances, innover et fédérer les acteurs et relais clés sur le terrain. Alors, les chiffres clés. Il y a 403 000
entreprises qui utilisent les services de Pôle emploi. Donc, on l'a vu dans le texte, il y a 54 000 agents qui travaillent pour Pôle emploi. 7,4 millions d'offres publiées sur Pôle emploi. 8,4 millions de demandes de dossiers d'allocation traitées. Donc, sur une année. 4 800 agents sont dédiés à la relation entreprise et on compte en France 900 agences et relais Pôle emploi, répartis donc sur tout le territoire. Alors, donc je vous rappelle que cette synthèse était travaillée jeudi, donc à apprendre, écouter, relire, essayer de la mémoriser, de l'apprendre, car vendredi, je vous proposerai un test, donc sous forme de quelques questions. Au départ, je voulais partir sur un Socrative, mais finalement, je vais faire plutôt un test écrit, assorti d'un travail d'analyse documentaire. Donc l'analyse documentaire, n'oubliez pas, c'est vraiment ce qui est attendu à l'examen. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un message. S'il y a des mots, des éléments qui ne sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Donc via Pronote, par SMS, par email, enfin par la source que vous souhaitez. C'est pas les possibilités qui manquent. Voilà, je vous remercie.